Pour bien comprendre ce discours et son importance, il faut remonter quelques jours en arrière. La France entre en guerre contre l'Allemagne nazie dès le 3 septembre 1939. Mais les combats ne débutent réellement que 6 mois plus tard, lors de l'offensive allemande en Belgique du 10 mai 1940. En seulement une semaine, 1 million d'hommes, français et britanniques, sont pris en étau à Dunkerque et les troupes britanniques sont évacuées du 26 mai au 3 juin 1940. Le 6 juin, la Belgique capitule et l'île, ainsi que la Somme, tombent. Les maréchaux de la Grande Guerre se succèdent à la tête des états-majors, mais rien n'enraye la débâcle de l'armée française, si bien que le 13 juin 1940, Paris est déclarée ville ouverte. Le gouvernement de Paul Reynaud quitte alors Tours pour se réfugier à Bordeaux, mais déjà, ce gouvernement est divisé entre les partisans de l'armistice, comme le maréchal Pétain, alors vice-président du Conseil, ou ceux qui, comme le président du Conseil Paul Reynaud, veulent continuer à se battre. De Gaulle, alors sous-secrétaire d'État à la guerre depuis le 6 juin et général à titre provisoire, assiste, impuissant, à ces débats. Le 15 juin, Charles de Gaulle parvint à convaincre Paul Reynaud de fuir et d'installer son gouvernement à Alger, alors département français. Dans la foulée, il est envoyé en Angleterre. Il arrive le 16 juin au matin à Londres et rencontre le célèbre diplomate français Jean Monnet qui lui propose un projet d'union immédiate de la France et de l'Angleterre. De Gaulle présente ce projet à Churchill qui l'accepte immédiatement avec son gouvernement. Lorsque Paul Reynaud est informé de ce projet, il s'engage à le présenter à son gouvernement, mais celui-ci s'y oppose. Certains diront que Charles de Gaulle croyait en ce projet, mais il semble plus pertinent de croire que le général de Gaulle et Winston Churchill voulaient en réalité gagner du temps pour reculer l'heure de la demande d'armistice française. Le 15 juin au soir, de Gaulle atterrit à Bordeaux et apprend la démission de Paul Reynaud. Dans les heures qui suivent, Albert Lebrun, alors président de la République, nomme le maréchal Pétain président du Conseil. Cette fois, c'est sûr, l'armistice n'est plus qu'une question d'heure. Le 17 au matin, le général de Gaulle s'envole pour Londres. À ce moment-là, le général écrit dans ses mémoires avoir eu l'impression d'être un homme seul, qui a décidé de traverser l'océan à la nage. Il est immédiatement considéré par le nouveau gouvernement comme un déserteur et quelques semaines plus tard, il est condamné à mort. Le 17 juin 1940, dans l'après-midi, le maréchal Pétain annonce qu'il faut cesser les combats, violant par la même occasion le traité avec l'Angleterre qui empêchait la France et l'Angleterre de demander une paix séparée. Dans les heures qui suivent, De Gaulle rédige un appel aux Français. Il ne peut pas se résoudre à abandonner la France, ce pays qu'il aime tant. Il croit encore en la victoire et veut appeler les Français à le rejoindre pour résister. Ainsi, le 18 juin 1940, à 18h, le général de Gaulle s'adresse aux Français sur les ondes de la BBC. Ce discours, le général de Gaulle ne l'a fait qu'en désespoir de cause. Et d'ailleurs, s'il n'a pas été enregistré dès le 18 juin, c'est parce que nul n'imaginait l'importance qu'il aurait. De Gaulle répétera plusieurs fois ce discours qui initia la France libre et la résistance française. C'est donc un général de Gaulle dévasté, mais plein d'ardeur et d'espoir, que je vous propose d'écouter maintenant. Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Il résulte de ces conditions que les forces françaises de terre, de mer et de l'air seraient entièrement démobilisées, que nos armes seraient livrées, que le territoire français serait totalement occupé et que le gouvernement français tomberait sous la dépendance de l'Allemagne et de l'Italie. On peut donc dire que cet armistice serait non seulement une capitulation, mais encore un asservissement. Or, beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie.
je dis l'honneur, car la France s'est engagée à ne déposer les armes que d'accord avec ses alliés. Tant que ses alliés continuent la guerre, son gouvernement n'a pas le droit de se rendre à l'ennemi. Le gouvernement polonais, le gouvernement norvégien, le gouvernement hollandais, le gouvernement belge, le gouvernement luxembourgeois, quoique chassés de leur territoire, ont compris ainsi leur devoir. Je dis le bon sens, car il est absurde de considérer la lutte comme perdue. Oui, nous avons subi une grande défaite, un système militaire mauvais, les fautes commises dans la conduite des opérations, l'esprit d'abandon du gouvernement pendant ces derniers combats nous ont fait perdre la bataille de France. Mais il nous reste un vaste empire, une flotte intacte, beaucoup d'or. Il nous reste des alliés dont les ressources sont immenses et qui dominent les mers. Il nous reste les gigantesques possibilités de l'industrie américaine, les mêmes conditions de la guerre qui nous ont fait battre par 5000 avions et 6000 chars peuvent nous donner demain la victoire par 20 000 chars et 20 000 avions. Je dis l'intérêt supérieur de la patrie, car cette guerre n'est pas une guerre franco-allemande qu'une bataille puisse décider. Cette guerre est une guerre mondiale. Nul ne peut prévoir si les peuples qui sont neutres aujourd'hui le resteront demain. Même les alliés de l'Allemagne resteront-ils toujours ses alliés? Si les forces de la liberté triomphent finalement de celles de la servitude, quel serait le destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi? L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Tout ce qui peut être réuni en fait d'éléments militaires français et de capacités françaises de production d'armement doit être organisé partout où il y en a. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance.